Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Impasse de l'écologie politique. Première partie de l'entretien avec Quentin Bérard. Hérétique Podcast, on reçoit Quentin Bérard pour son ouvrage Éléments d'écologie politique pour une refondation, le sous-titre. Et alors, première question classique, est-ce que tu peux te présenter, savoir d'où tu viens, ce que tu fais ? Alors moi, c'est Quentin Bérard, je me revendique du collectif Lieu Commun, du site du même nom, le site Lieu Commun, sur lequel nous publions assez régulièrement des textes sur des thèmes divers. Et ce livre est l'aboutissement d'un certain nombre de textes qui remontent à quelques années et qui portent sur l'écologie politique. Voilà. Donc Lieu Commun, c'est un site qui se revendique notamment principalement de la pensée de Castoriadis, dans le sillage de Castoriadis, et autour des thèmes de la démocratie directe, l'égalité des revenus et la redéfinition des besoins. Voilà. C'est pour cadrer un petit peu en termes politico-intellectuels l'initiative. Et donc, alors, on arrive à ce livre sur l'écologie. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre ? Alors, c'était une occasion. Je suis enseignant de biologie et à l'occasion d'un certain nombre de cours donnés à des étudiants de manière extrêmement ponctuelle, j'étais amené à développer un certain nombre de thèmes. Et de tous ces thèmes, j'ai fait un petit remaniement et j'en ai tiré six grands textes qui faisaient la dimension d'un livre et qui s'enchaînaient relativement bien. Donc j'ai proposé à quelques éditeurs et un a accepté. Et ça a donné ce texte-là. Intellectuellement, le mouvement qui m'a amené à faire ça, sa tentative de donner en fait une définition, une présentation de l'écologie politique. Voilà. Le problème est que lorsqu'on s'affronte à l'écologie politique, on a devant nous un objet qui est à la fois extrêmement traité, c'est très classique l'écologie politique, et en même temps qui me semble assez systématiquement, enfin qui m'a semblé systématiquement abordé de manière un peu, non pas superficielle, mais idéologique. Voilà. Et j'ai voulu, à travers ces textes-là, tenter une approche moins idéologique, je ne dirais pas non idéologique, mais moins idéologique de l'écologie, d'où le sous-titre pour une refondation. Voilà. Je m'attaque en fait à l'écologie politique telle qu'elle a été pensée jusqu'à maintenant, en essayant d'avancer des éléments qui permettraient de la refonder, parce qu'elle me semble particulièrement déficiente. Voilà, la conception actuelle de l'écologie politique. Donc, je n'ai pas essayé de faire un texte polémique du tout, ni un texte de destruction des discours en vigueur. J'ai tenté de faire une critique négative, en quelque sorte, ou positive plutôt, en tentant d'apporter des éléments de refondation, immédiatement. Voilà. Et c'est une critique en creux, en fait, en quelque sorte.
Ouais, d'ailleurs, on voulait commencer par là. Comment est-ce qu'on peut définir l'écologie? C'est vaste comme sujet. Mais... C'est très vaste. L'écologie, alors déjà l'écologie, il faut commencer par là. L'écologie est une science. Moi, je suis un écologue, j'ai suivi une formation d'écologiste, donc c'est une science qui concerne les biologistes, en grande partie, et qui consiste à étudier les relations entre différents éléments du monde naturel, hein, que ce soit des organismes, des milieux ou des processus naturels. Voilà. L'écologie est une science. L'écologie politique, c'est le moment où cette science-là entre en politique, en quelque sorte. C'est-à-dire le moment où la société est obligée de prendre en compte les éléments naturels. Voilà. C'est une définition qu'on peut donner à l'écologie politique. C'est l'entrée de la nature dans la sphère politique. Alors que dans la tradition gréco-occidentale, la nature agit est présente sous forme de cadre de vie, sous forme de milieu dans lequel évolue une société, mais qui ne fait pas question en lui-même. L'écologie politique est ce moment où la nature est un acteur à part entière dans l'agora. Voilà. Alors ça pose une multitude de problèmes, notamment le fait que la nature, dans la société moderne, elle ne va pas se présenter en tant que telle et parler en son propre nom. Ce sont les scientifiques qui vont parler au nom de la nature. Voilà. Si on parle de réchauffement climatique, ce sera le GIEC qui va parler au nom du climat. Si on parle de la disparition d'espèces, ce sera une agence, l'IPBES, qui va parler au nom de l'extinction de certaines espèces, etc., etc. Donc immédiatement, la science va jouer un rôle central dans la politique. Alors que jusqu'ici, la sphère de discussion dans la démocratie, la science, on la consultait, mais on évitait de faire en sorte qu'elle occupe une place centrale. Voilà. Et troisième élément qui peut définir l'écologie politique, c'est l'entrée dans un monde où tout est en relation, de manière intime, c'est-à-dire que les déchets nous reviennent à la gueule de manière figurée. Un monde qui est fini, avec des ressources qui sont limitées et des rétroactions à tout ce que les humains vivent, voilà, et font. Donc l'écologie politique, c'est ce monde-là où il y a la nature, il y a une science et il y a un monde d'une complexité importante. J'avais une question, c'était quels sont les principaux mythes en fait des écologistes? Tu en parles beaucoup. Oui, alors je parle pour parler des écologistes en fait d'une idéologie que j'appelle l'écologisme. Alors je n'ai pas inventé le mot. Il existait déjà, je trouve qu'il correspond plutôt bien. Donc plutôt que de parler de l'écologie politique, qui me semble un chantier relativement noble, pour parler de l'idéologie écologiste aujourd'hui, je parlais de l'écologisme, voilà, comme un prêt-à-penser, dans lequel on rentre extrêmement facilement à partir de quelques axiomes. Et c'est ces axiomes de base, justement, que j'explore notamment dans mon livre. Alors, par exemple, un de ces axiomes est de considérer que les problèmes d'écologie sont dus à l'Occident ou à la modernité ou au capitalisme ou à la société industrielle ou à la technoscience ou au patriarcat, etc., etc. C'est-à-dire d'attribuer les problèmes écologiques, pour prendre le terme, à une cause unique. Voilà. Ça, c'est postulé dans la totalité des milieux écologistes. Et par exemple, tu peux réfuter que ça ne vient pas de la société industrielle, par exemple, la pollution. Est-ce que c'est possible de réfuter même un de ces arguments? C'est difficile, en fait. Alors, d'abord, d'une manière très générale, faire croire que les problèmes d'écologie sont attribuables à une cause est pour moi une erreur fondamentale.
Parce que d'une part, nous avons affaire à une complexité de phénomènes et de processus qu'il est extrêmement difficile de réduire à un facteur. Et deuxièmement, parce qu'on considérait qu'une fois que l'on se débarrasse de ce facteur-là, on reviendrait à un moment de l'humanité où on établirait une étape de l'humanité où on établirait une relation d'harmonie avec la nature. Voilà. Et ce postulat, une fois qu'on le formule de cette manière-là, il tombe de lui-même, il est absurde. Voilà. On a affaire à une grande complexité. Dans le détail, c'est assez facile à réfuter. Dire que la société industrielle est responsable des problèmes écologiques, on peut voir qu'il y a eu des dévastations écologiques avant la société industrielle. Voilà. Pour rester en Occident, au XVe siècle, on a frisé l'effondrement en Europe à un moment donné où on avait à la fois une multitude de guerres, une multitude d'épidémies, notamment de peste, c'était la grande peste noire, et un effondrement, un quasi-effondrement des sociétés dû à une surexploitation des milieux et à une baisse drastique des rendements due à une déforestation massive. Ce n'est pas du tout dû à la société industrielle. Voilà. Lorsque nous avons affaire à une salinisation des sols agricoles en Mésopotamie à partir du Xe siècle, ce n'est pas une société industrielle. Et pourtant, ce sont des sociétés qui se sont quasiment effondrées à cause de dévastation environnementale. Le cas des Mayas est très connu également. Il y a une composante écologique dans cet effondrement qui est très important. Ce n'était pas une société industrielle. Donc, non pas que la société industrielle contemporaine n'y soit pour rien, loin de là. Mais on ne peut pas la considérer comme une cause unique et finale. Même chose à propos de l'Occident. Même chose à propos de la technoscience, du capitalisme ou de la modernité. On ne peut pas réduire la question de l'écologie à un simple facteur qu'il suffirait d'éliminer. Et là, ouais, tu essaies de parler justement de l'homme dans l'harmonie avec la nature, une espèce d'âge d'or. Donc voilà, pour faire encore le parallèle avec le religieux, là, c'est vraiment le jardin d'Éden où, à un moment donné, donc, comme tu disais, on ne sait pas trop si c'est le capitalisme, le patriarcat, etc. Une chose qui a fait que ça a basculé dans un enfer actuel, quoi, en fait. Mm-hmm. Un péché originel, en fait. Tout à fait, absolument. Et souvent, oui, c'est l'Occident le coupable. Oui, alors aujourd'hui, c'est effectivement l'Occident, parce que c'est une aberration, hein, j'en parlerai un peu plus loin, c'est une aberration, on cherche le coupable, alors qu'il est très facile de trouver des contre-exemples systématiquement. Voilà. Et surtout, même l'idée de départ, l'espèce de paradis sur Terre, ça c'est un mythe. Absolument. Alors, deuxième postulat dont je voulais parler, effectivement, c'est la question de la place de l'homme dans la nature. On considère que l'être humain a une place dans la nature, soit elle est à trouver, soit elle a été perdue, soit les deux, comme si nous étions, je ne sais pas, des batraciens ou des alouettes ou des bactéries et que nous avions un écosystème et que, je ne sais pour quelle raison, nous l'aurions quitté, ou nous en aurions été chassés effectivement par un dieu jaloux, et qu'il faudrait retrouver cette place-là. Ça, c'est un mythe qui est très tenace et qui est aussi assez facile à réfuter, mais pour le coup, une manière de le réfuter qui me semble intéressante est de s'arrêter, et c'est tout un chapitre dans le livre, sur la nature humaine, ou en tout cas l'essence de l'être humain. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais lorsque on s'attarde un petit peu sur la question de la nature de l'être humain, on se rend compte que l'on a affaire à un animal qui est un animal extrêmement original. Et je parle notamment de la notion de néothénie, le fait que l'être humain est une espèce qui naisse avant son terme, c'est-à-dire elle est atteinte de juvénilisation. Nous avons des caractères juvéniles ou fétaux que nous maintenons à l'état adulte. Nous avons une tête disproportionnée, nous avons une absence de poils, nous avons besoin de mûrir extrêmement longtemps après la naissance, nous sommes des attardés.
Voilà. En gros, nous sommes une espèce attardée. Et de fait, nous sommes inachevés. Et le fait d'être inachevé fait nous des animaux sans milieu prédestiné. Nous ne sommes rattachables à aucun milieu en particulier, et de fait, nous occupons la totalité des milieux sur Terre. Nous sommes une espèce qui n'a réussi à survivre que parce que nous sommes des êtres de culture, de langage, des êtres d'organisation sociale, des êtres de technique. Nous développons des techniques, c'est grâce à nos techniques que nous avons réussi à survivre. Et de fait, nous sommes à la fois à l'intérieur du monde naturel et à la fois nous dénotons très profondément. Nous y échappons. Nous sommes capables de vivre dans la forêt tropicale, dans une forêt tempérée, dans un désert, dans une mangrove, etc., etc. Donc il n'y a pas de place de l'homme dans la nature. Ça, c'est un pur mythe. Et c'est un mythe qui se dédouble. Ou plutôt, l'homme construit son milieu artificiel. Il construit son propre milieu. Voilà. C'est ça. L'être humain est un animal qui modifie énormément son environnement. Mais on pourrait dire comme d'autres animaux, comme les fourmis construisent leur fourmilière, etc. Oui, sauf que nous, c'est comme dans des dimensions absolument extraordinaires et non déterminées. C'est-à-dire qu'une fourmi de telle espèce va construire tel type de fourmilière de telle manière, même s'il y a une évolution dans le temps, des exceptions, etc. L'être humain, c'est absolument imprévisible. Il a créé des milliers de sociétés et il a créé des milliers de nouvelles natures autour de lui en fonction de la manière dont il a aménagé l'environnement. Donc c'est vraiment un être absolument à part qui n'est pas possible de réduire à une place particulière. Voilà. Et ce mythe-là de l'harmonie que l'homme aurait avec la nature se dédouble en deux autres mythes. Le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire l'être humain aurait vécu en harmonie avec la nature avant l'Occident, ou bien avant l'invention des grands empires, ou bien avant le néolithique, etc. etc. On cherche, il y a beaucoup d'écologistes qui cherchent le moment où l'homme avait sa place. Voilà. Dans le jardin d'Éden, puisqu'on est vraiment dans le mythe religieux, tu as tout à fait raison. Deuxième versant du mythe, puisque l'homme n'a aucune place, alors c'est un cancer qu'il faut éradiquer. Voilà. L'homme n'a aucune destinée sur Terre, il n'est pas possible de survivre. C'est un peu le livre de Hariri, Homo sapiens. Il n'y a pas d'avenir réellement, l'homme doit devenir entièrement artificiel, il ne peut pas établir de relation avec le milieu naturel. Et l'histoire de l'humanité et l'histoire de la destruction de son environnement. Voilà. Et de mythes qui sont erronés lorsque l'on regarde la réalité historique et écologique, on se rend compte que c'est faux. Oui. Non, après, je disais après, on peut peut-être parler des utopies, mais il y a des tentatives de... Je pensais à Élisée Reclus, où la nature, en fait, c'est de créer cette harmonie-là, en fait. On a l'impression, des fois. Où il voit la nature pas du tout de manière écologique, comme on pourrait le voir actuellement, mais il voit la nature comme quelque chose qui pourrait être profitable à l'homme si on tempère les ressources, etc., et qu'on vit intelligemment avec celle-là. Tout à fait. Moi, je me place dans cette veine-là, qui est très classique. En la formulant peut-être un peu différemment, l'homme est capable d'établir des relations de tout type avec la nature, entre guillemets. L'homme est profondément ambivalent. Et lorsqu'on regarde l'histoire, ce que je fais dans le premier chapitre, lorsque je regarde l'histoire millénaire de l'être humain, il y a des moments où l'être humain arrive à créer des relations équilibrées avec un écosystème, avec un milieu, avec un paysage, avec des ressources, de manière plus ou moins durable. Et il y a des moments où on assiste à des dévastations écologiques de tout type. Voilà. Et depuis la préhistoire, le premier grand massacre, on pense que c'est le débarquement d'Homo sapiens en Australie, où apparemment il aurait décimé toute la mégafaune, ce qui aurait contribué à changer le climat local. Des milliers d'espèces, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'espèces qui auraient disparu au moment d'arrivée d'Homo sapiens en Australie il y a 40 000 ans. Voilà. Même chose, il y a 12 000 ans sur le continent américain. Ce sont des moments où il y a des dévastations. Voilà. Et alors, le moment où il y a des dévastations et le moment où il y a l'établissement d'une relation intime avec l'environnement est une question.
C'est une question que je traite dans le livre. Je pense que la clé est la possibilité de rompre, là je reprends un terme de Castoriadis, rompre la clôture dans laquelle on est. C'est-à-dire arriver à être poreux à ce qui advient. À ce qui advient dans la biosphère, dans l'environnement, et ce qui advient dans la société, et arriver à chaque fois à réajuster l'un et l'autre. Il y a dévastation lorsqu'il n'y a plus cette possibilité d'auto-interrogation, en quelque sorte, et où l'être humain est entraîné dans sa propre logique. La situation dans laquelle on est, nous aujourd'hui, dans laquelle nous parlons en Occident, me semble être celle-ci. On a conscience des réalités, mais nous sommes incapables d'agir. Voilà. Nous sommes pieds et poings liés par une logique que nous avons nous-mêmes construite. Donc il y a ces deux possibilités. Je parle d'une tête de Janus dans l'histoire de l'humanité. Moment d'équilibre, d'établissement de relations intimes et extrêmement intelligentes avec la nature, et moment de massacre et de dévastation écologique. Et alors, un des autres mythes de l'écologisme est précisément pour tenter de trouver la formule magique de cet équilibre, de postuler qu'il faudrait, en Occident, revenir sur la distinction entre nature et culture. Sur le modèle, justement, des sociétés archaïques, archaïques non occidentales, des sociétés pour lesquelles cette différence entre la société humaine et le monde des non-humains n'existe pas. Voilà. Donc on pense aux animistes, où la totalité des éléments ont une conscience similaire à celle de l'être humain, le totémisme, etc. Il y a d'autres modalités, effectivement, des civilisations où ce climat. Tu peux expliquer un peu le totémisme, qui n'est pas très connu. Oui, ce sont des. Alors, c'était très formalisé par le livre de Philippe Descola, Part de la nature et culture, où il distingue 4 grandes ontologies. C'est son terme. Donc l'animisme, où la totalité des éléments, humains, non humains, ont une conscience. Le totémisme, où humains et non-humains sont placés sous la figure d'un élément naturel. Voilà. Ce sera par exemple le clan des corbeaux, le clan des kangourous, le clan des serpents, etc. Et alors il n'y a pas de différence réelle non plus entre les humains. On peut voir sur les Indiens d'Amérique en fait qui avaient ça, qui avaient des totems représentant les aigles et qui eux-mêmes se définissaient en caractère, etc. par rapport aux animaux. Oui, oui, tout à fait. Ça peut se retrouver. Ça se retrouve aussi, alors par exemple. Dans le monde moderne, lorsque on a des équipes de foot qui portent des écussons, des écussons animaux, lorsque les pays se définissent en fonction d'animaux, le coq français ou le chêne qui représentait la royauté française, l'ours russe, l'aigle allemand, etc. Là, c'est quelque chose de l'ordre du totémisme, effectivement, un reste de totémisme dans le monde moderne. L'analogisme, autre ontologie, donc c'est le monde est éclaté et tout est réorganisé en fonction de grands principes. C'est par exemple le yin et le yang en Chine. Et tout va se répartir en fonction de ces principes-là. Ou en France, par exemple, en Europe, l'astrologie. Vous êtes de tel signe, donc vous êtes associé à tel jour de la semaine, vous êtes associé à tel animal, vous êtes associé à telle couleur, à telle roche. À tel tempérament, etc. Là aussi, il n'y a pas de différence réelle entre la nature et la culture. Est-ce que ce n'est pas des méthodes irrationnelles pour chercher une harmonie, en fait ? C'est ça qui... Oui, en quelque sorte, oui. Oui, on pourrait dire ça tout à fait, parce que ce sont des processus religieux. Et c'est une recherche, effectivement, d'harmonie. Le principe de la religion est de répondre à une angoisse fondamentale et de donner un sens au chaos. Donc là, c'est ce qui permet de donner un sens au chaos, effectivement. Et en Occident, alors c'est pas que l'Occident, hein, j'essaie d'aborder la question dans mon livre, mais c'est pas simple. L'institution de la distinction entre nature et culture est une manière à la fois de chercher cette harmonie-là. Par exemple, dans le judéo-christianisme,
L'être humain domine la nature, l'être humain est le témoin de Dieu sur Terre et a en charge de dominer et de gérer la création divine que Dieu a créée en 7 jours. C'est une forme d'harmonie, effectivement. Mais dans cette autre manière de comprendre le clivage nature-culture, plutôt moderne ou gréco-moderne, c'est pas une recherche d'harmonie, mais c'est plutôt une recherche d'altérité. C'est-à-dire que la relation entre la société humaine et la nature est une relation d'altérité. Et dans ces cas-là, il y a un rapport d'étrangeté et d'interrogation. Ce sont les Grecs, enfin en tout cas c'est la première trace historique que l'on a de cette relation-là. En face de la nature, on peut s'interroger. On va se demander, mais qu'est-ce que cette nature-là? De quoi est-elle composée? Comment fonctionne-t-elle? Et c'est la naissance de la science. Voilà. Et de l'autre côté, étant donné que la science n'est pas, que la nature n'est pas la société, on peut s'interroger à propos de la société, la manière dont elle fonctionne, etc. Le mode d'organisation de la société n'est pas lié directement au monde naturel. Donc, ce sera la naissance de la politique. Et en Grèce, on a conjointement la naissance de la science et de la politique, grâce à cette séparation entre la nature et la culture. Donc, lorsque aujourd'hui on considère que cette configuration où il y a une différence entre société humaine et monde naturel, cette différence-là est à remettre en cause parce qu'elle serait la cause des dévastations environnementales. On a en fait en ligne de mire ces types d'organisations qui sont non modernes, non occidentales. Le problème est que si on s'y rallie, on va détruire à la fois la politique en tant qu'auto-organisation et l'interrogation scientifique. Voilà. Et on rejoint ce que j'ai dit à propos de l'écocratie, c'est-à-dire dans un modèle de type impérial ou autoritaire, il n'y a plus vraiment de différence entre la science et la politique. La science va prendre la place de la politique. Et dans les mondes traditionnels, c'est un peu ce qui se passe. On est dans un régime d'hétéronomie, c'est-à-dire que la société va obéir à autre chose, non pas à un dieu, mais à une nature. Voilà. Donc la grande mode aujourd'hui, qui est de, ouvrez les guillemets, remettre en cause l'autologie naturaliste, je ferme les guillemets, c'est-à-dire remettre en cause le clivage homme-nature, est pour moi une volonté de revenir à un type traditionnel et possiblement autoritaire, en tout cas assez clairement non démocratique. Le wokisme en est très clairement un signe, absolument. Oui, c'est ça, c'est que on va faire... Enfin, oui, à partir des... Enfin, je vois des choses afro-descendants, etc., qui vont parler d'une... Voilà, de retrouver, d'être soi-même, enfin, qui sont un mélange de... comment on appelle ça, de développement personnel et de sectarisme un peu ambigu, mais qui du coup font partir, enfin nous font sortir de la rationalité pour nous imposer des choses, des idées précises assez étranges. Donc oui, on peut très bien manipuler ces idées-là pour donc le wokisme, enfin si ça existe, c'est-à-dire entre guillemets le wokisme, c'est-à-dire cette idée d'être éveillé, d'être militant et justement d'imposer des choses qui sortent du rationnel assez rapidement en ce moment. Absolument, là c'est un mouvement de balancier en fait, du fait que nous vivions dans un monde que l'on considère comme hyper rationnel, hyper rationalisé, induit par un effet de balancier, un grand mouvement vers l'irrationnel. Ça date pas d'hier, hein, mais aujourd'hui, ça prend des dimensions assez inquiétantes. Cette histoire de sorcière et de néo-féminisme est intéressante parce qu'il y a justement une imbrication très profonde avec l'écologisme, l'idéologie dont nous discutons. Et la nature, elle est vue comme un élément féminin depuis des milliers d'années. Ça, c'est très très vieux. Et aujourd'hui, le féminisme tient le discours suivant. La femme est oppressée exactement au même titre que la nature. Et de fait, on doit protéger la nature.
Et ça, c'est le grand discours qui traverse tout l'écologisme et toute la société. La nature est à protéger. La nature est faible. C'est comme une femme qui serait violée ou souillée. Il faut la protéger, en prendre soin. Je protège ma planète, etc., etc. C'est très maternel, c'est très maternant. Et c'est très idéologique. Il y a quelques siècles, le discours était exactement le contraire. La nature était à conquérir, elle était à labourer, elle était à ensemencer, elle était à exploiter. Et il y a juste en fait un retournement de signe à propos de la nature. Elle était négative, aujourd'hui elle est positive, entièrement positive. Mais ça dénote toute une idéologie qui est extrêmement lourde, que je ne peux pas détailler ici. Mais qui est fausse. C'est une idéologie vraiment qui repose sur une pure illusion. La nature, évidemment, n'est ni bonne ni mauvaise, ni en danger, ni à protéger en elle-même. Il y a effectivement des dévastations écologiques contre lesquelles il serait urgent de prendre des mesures, ça c'est absolument évident, qui sont décuplées de par la société occidentale, en toute raison, en gardant toute mesure. Mais le point principal de l'affaire est que la nature n'est pas à part de l'être humain. C'est-à-dire, non seulement nous appartenons de fait à la nature, parce que nous sommes des organismes, mais la nature en elle-même n'est pas à part de la société. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, il y a eu un entrelacement très très profond entre le monde naturel et le monde humain. La planète entière, la presque totalité des milieux et des écosystèmes a été modifiée par l'activité humaine depuis des milliers d'années. La planète est anthropisée. Donc il n'y a pas une nature à part que l'homme viendrait de découvrir et se mettrait à massacrer. Il y a des forêts qui sont entretenues, la forêt amazonienne, la forêt, les forêts tropicales, les déserts avec les oasis, les bocages normands, les champs, les plaines alluviales, etc., sont entretenus et modelés par l'humanité depuis extrêmement longtemps. L'humain a créé des espèces domestiques, on a créé des paysages, on a créé des écosystèmes entiers. Il y a une interpénétration qui est très profonde. Donc ce qui est à rechercher n'est pas du tout la protection d'un élément extérieur, mais l'établissement de relations équilibrées et intelligentes avec un milieu naturel. Et il me semble que le décalage est fondamental. Alors que protéger la nature est une pure illusion. Dernier lieu commun que je voulais aborder, peut-être le plus important, le fait que l'écologie politique est de gauche ou d'extrême gauche. Ça, c'est convenu à peu près dans toute la mouvance écologique. Nous sommes évidemment de gauche et d'extrême gauche. L'écologie de droite n'existe pas. Alors, l'écologie de droite n'existe pas, c'est tout à fait vrai. L'écologie, les gens de droite qui parlent d'écologie n'ont pas grand-chose à dire. Le livre qui vient de sortir de Bérénice Levet, l'écologie ou le fantasme de la table rase, est très bien en ce sens où il dénonce, même si c'est un peu superficiel, la dérive wokiste de l'écologie actuelle, mais elle n'a pas grand-chose à dire quant au fond. Voilà, c'est très très vide. Mais par contre, est-ce que l'écologie politique est réellement de gauche ou d'extrême gauche ? Alors effectivement, ça s'est institué dans les années 60-70, en même temps que le grand mouvement des années 60, qui est une reprise en gros du mouvement révolutionnaire en quelque sorte, et à travers la lutte pour la défense de l'environnement, à travers les luttes antinucléaires, à travers le retour à la terre dans certains milieux, etc. Il y a eu un ancrage à gauche. L'écologie est apparue à ce moment-là. Mais en réalité, les racines de l'écologie sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus diverses. Lorsqu'on fait réellement l'histoire du mouvement écologiste, c'est une erreur fondamentale et que font la plupart des gens qui s'y intéressent, que de s'arrêter ou le commencer plutôt aux années 60-70. Les racines en réalité sont multiples et ne sont ni de gauche ni de droite. Je pense par exemple au mouvement romantique du 18e et du 19e, qui est un énorme mouvement
contre la rationalité qui était en train de se généraliser à l'époque, la naissance de la société moderne, industrielle. Le romantisme est une réaction à ça, qui vante l'irrationnel, le rêve, la féminité, l'émotion, la violence. Et c'est un mouvement qui n'est pas franchement à gauche. Le romantisme est un mouvement à la fois de gauche et de droite. Il a inspiré aussi bien Adolf Hitler que Sigmund Freud, ou même en partie une partie du mouvement marxiste. Il y a beaucoup de racines de l'écologie qui sont évidemment dans le monde scientifique. Voilà. L'écologie en elle-même, le mot a été créé en 1866 et la discipline s'est développée à la fin du 19e et début 20e. Ce n'est pas nécessairement une discipline de gauche, même pas du tout. Il y a beaucoup d'écologistes qui étaient plutôt de droite. C'est aussi qu'est-ce qu'on appelle gauche et droite, c'est pas forcément simple. Souvent on dit que la droite c'est juste autre chose que la gauche, ce qui n'est pas de gauche. Et quand on parle de gauche, on parle de progressisme et notamment de marxisme qui était pro-industriel et qui était, quand on voit par exemple après le résultat de l'URSS, c'est pas forcément très écologique comme manière de voir le monde. C'est de l'exploitation. Donc après, on peut toujours dire que c'est pas vraiment le communisme, c'est du capitalisme d'État, qui est vrai. Hein. Mais c'est ce qui a été vu aussi par la gauche. Donc à partir de quel moment en fait on a retourné, c'est peut-être aussi une gauche anti-communiste au moment de la création du mouvement écolo. Oui, absolument. C'est toute l'ambiguïté du mot gauche, de ce qu'on entend par gauche, effectivement. Ce qui est vrai est que le mouvement écologiste puise en partie dans le mouvement ouvrier. Il y a notamment les luddites, les mouvements anti-technologiques qui continuent aujourd'hui sous d'autres formes évidemment. Il y a eu les naturiens, les communautés libertaires du tout début du siècle, de la Belle Époque, des gens qui partaient exactement comme les 68 arts. Pour établir des communautés à la campagne et renouer avec la nature. Le vocabulaire est extrêmement proche. Dans les utopies qui sont décrites aussi dans le mouvement ouvrier, on retrouve des éléments écologiques assez fréquemment. Le problème est que la gauche se réclame du mouvement ouvrier. Mais la gauche historique, et particulièrement la gauche totalitaire, a été le fossoyeur du mouvement ouvrier. Alors effectivement, le mouvement des années 60 a été un authentique mouvement démocratique, moi je m'y reconnais en grande partie, qui a tenté de se réapproprier les racines historiques de la gauche. Il se trouve que le destin a été le même que pour le marxisme. Il s'est institué un mouvement qu'on a décrit au début, qui est devenu complètement surplombant, hors du peuple, ne tenant plus du tout compte des aspirations populaires, décrétant que l'Occident devait être réformé de toutes les manières, et qui était même détestable, embrassant aussi un millénarisme plus ou moins délirant. Je pense au baoïsme qui a suivi, au situationnisme, etc. Donc dire que l'écologie est de gauche, d'abord est faux historiquement, pose la question de qu'est-ce que la gauche, et au fond il y a une question aussi qui est importante et sur laquelle gaussent les gens de droite, et que l'écologie est d'abord un conservatisme. C'est avant tout un conservatisme. Un écologiste, au quotidien, ce sont des gens qui n'ont pas envie que leur environnement naturel soit modifié, bouleversé et change en permanence. Et là-dessus, il y a une contradiction fondamentale qu'aucun écologiste ne veut affronter. L'écologie est d'abord un conservatisme et la gauche, et c'est un progressisme fou. C'est pour ça que je disais, souvent on dit la droite c'est l'inverse de la gauche, on ne se pose pas de questions. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence, si on regarde de plus près dans la droite, entre les conservateurs. En Angleterre, c'est plus criant, qui ne sont pas exactement les mêmes que la droite libérale progressiste, qui, elle, est contre même l'idée d'écologie la plupart du temps. Alors que les conservateurs, qui sont classés à droite, vont avoir finalement... En fait, ils vont avoir conserver la société telle qu'elle était. Après, c'est peut-être caricatural, je ne connais pas ce mouvement-là, mais
Mais oui, effectivement, on peut voir les sources de l'écologie. Donc la conservation des forêts, même si on a besoin de mettre une cité dortoir à tel endroit, alors que ça devrait être... Voilà, la gauche va pousser pour détruire cette forêt-là. Les conservateurs, donc en plus avec un côté romantisme, etc., on a parlé de ces mouvements-là, vont vouloir préserver le milieu naturel tel qu'il était. Bien sûr. Ce qui est souvent vu comme de droite. De droite. Donc l'objectif de l'écologie, si l'objectif est de conserver, on peut en discuter, mais moi, de ce que j'entends, c'est très largement de conserver, voire de revenir à un état antérieur. Alors on est quand même dans la réaction. Hein. C'est quasiment du zémourisme. Là, pour le coup, on est vraiment à droite. En France, à droite est dans une pure incohérence aussi, puisqu'on a ce sont des gens qui sont à la fois conservateurs et capitalistes. C'est-à-dire on est pour la modification à tout crin des modes de vie et des modes de consommation en permanence, l'apparition de nouveaux besoins, et en même temps, on veut conserver des mœurs. Donc la droite est prise dans une contradiction extraordinaire, et les écologistes, pas moins, puisqu'ils sont pris dans le progressisme woke, et ce sont des conservateurs. Alors, ils peuvent essayer de s'en sortir en disant que oui, mais on veut conserver le milieu naturel, mais on veut que la société, elle, évolue. Mais c'est une contradiction encore plus profonde, puisqu'ils postulent qu'il y a une séparation nette entre la société et la nature. Comme si on pouvait conserver la société, conserver la nature sous cloche, elle ne bougerait pas, pendant que la société, elle, évoluerait d'une manière ou d'une autre dans cette direction ou dans une autre. On a vu que c'était faux. Il y avait une interaction en permanence. Si vous voulez conserver les milieux tels qu'ils sont, les écosystèmes tels qu'ils sont, il faut les sociétés qui vont avec. Voilà. Si vous voulez des forêts entretenues comme à l'ancien temps, il faut que des gens aillent faire paître les moutons, les cochons dans les forêts. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent chercher le petit bois pour débroussailler, etc., etc. Ça, c'est une vraie question et je la vois trotter nulle part. Voilà. Elle est recouverte en fait par un tombereau de démagogie, d'illusions et d'idéologie. Et ça, on est dans le consumérisme aussi là-dessus, quoi. On veut une société telle qu'on l'imagine, peu importe les contradictions. Et on veut une nature aussi telle qu'on l'imagine. C'est-à-dire, en fait, on veut une nature, mais qui correspond vraiment à la clientèle écologique. C'est-à-dire, on veut une nature dans laquelle on va le dimanche pour se promener. On veut qu'elle soit belle, on veut y respirer de l'air pur, on veut que ça sente bon, on ne veut pas que ça sente la bouse, on veut qu'il fasse beau, etc., etc. Voilà. C'est la nature des écologistes, en fait, c'est ça. Hein. C'est une nature de récréation. C'est pour ça qu'au tout début, je parlais de l'absence des travailleurs de la nature, qui eux ont un contact avec la nature qui est très différent. Un paysan, un agriculteur, un marin-pêcheur, un jardinier n'a pas du tout le même rapport au milieu naturel que le bobo qui est en contact le dimanche ou durant les vacances lorsqu'il va en Thaïlande ou à Bornéo. Voilà. Ça pose la question, je te demande, qui me semble la plus centrale de l'affaire, qui est la question de la nature que nous voulons. En fait, l'écologie est une révolution en ce sens où elle pose non seulement la question de quelle société veut-on, mais quelle nature veut-on. Voilà. Est-ce qu'on veut une société, une nature telle qu'elle est aujourd'hui ? Dans ces cas-là, il faut qu'on ajuste nos activités pour juste entretenir les milieux tels qu'ils sont. Mais lorsqu'on voit la Beauce, on n'a pas envie de la laisser telle qu'elle. Ce sont des open fields à perte de vue. C'est horrible. On sait que les sols sont en train d'être dégradés. Donc, on ne veut pas la nature telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on veut la société telle qu'elle était hier. Mais la nature telle qu'elle était hier, c'est quand hier ? C'était il y a 50 ans, il y a 100 ans, avant la révolution industrielle, etc. Donc même le côté conservateur de l'écologie n'a pas beaucoup de sens. Et l'écologie politique devrait poser la question de quelle nature veut-on ? On veut quel type de nature ? Une nature récréative où on va effectivement le dimanche pour se promener et faire du VTT, etc. Ou est-ce qu'on veut une nature avec laquelle on a des relations beaucoup plus proches ? Mais dans ces cas-là, une nature avec laquelle on a une relation plus proche, c'est par exemple les chasseurs.
Et là, entre les chasseurs et les écologistes, il y a une non-entente absolue. Et pourtant, les chasseurs, ce sont des peuples autochtones qui établissent une relation millénaire, plurimillénaire même, avec un milieu naturel, et ils sont incapables de parler aux écologistes. Là, on a deux natures. Peut-être tu idéalises un peu le chasseur. Non, je n'idéalise pas du tout. C'est-à-dire que dans tous les pays, il y a un mépris des peuples autochtones qui vivent dans la nature. C'est très étonnant. Hein. Alors, nous ici, on défend les peuples d'Amazonie contre Bolsonaro, qui est absolument terrible, qui ouvre les forêts aux orpailleurs et aux miniers, etc. Alors que les Indiens, ce sont des gentils Indiens qui vivent en harmonie avec la nature, etc., etc. Mais nous, en France, les gens qui vivent effectivement dans la nature, depuis longtemps, ce sont des gros beaufs, on connaît bien le sketch des inconnus, ce sont des fascistes, etc. Hors de question de leur parler. La réalité est plus complexe que ça, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Mais ce dialogue-là est absolument impossible. Et on voit bien qu'il y a deux représentations très différentes de la nature. Comme tu le présentais, en fait, on pouvait voir comme voilà, des gens qui étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, etc. On a aussi le côté un peu le hobby classique. Hein, il y a ça, on est tout à fait d'accord. Non, je ne prends pas du tout parti dans cette histoire. Je dis juste que à la limite, je préfère savoir avoir en face de moi des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Un écologiste qui vit dans ces 100 mètres carrés à Paris et qui se promène à travers le monde en prenant des photos, c'est ça la nature. Pour lui, c'est ce qu'il voit à travers le smartphone. J'ai beaucoup de mal à qualifier d'écologiste. Surtout quand il travaille chez Apple ou Hewlett Packard. Ce qui est le cas de beaucoup d'écologistes. Je préfère un chasseur qui, effectivement, vit, est en contact avec une nature qui est rude, qui n'est pas une nature qui est bonne en soi, qui n'est pas mauvaise non plus, avec laquelle il a une vraie relation animale, en quelque sorte. Donc la question de quelle nature on veut, en fait, elle pose éminemment la question de quelle société on veut. Évidemment. Donc là, l'écologie dans son principe même l'écologie en tant que science, elle pose la question de quelle société veut-on. Juste une question par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi il peut y avoir des citoyens qui passent pas forcément par la science? Par exemple, je pense des sociétés protectrices des forêts, etc., des choses comme ça. Juste de la préservation en fait d'un milieu naturel. Souvent c'est des rivières, des lacs, etc. Ils ne vont pas forcément se tourner vers la science pour entreprendre une action écologique. Alors oui, effectivement, c'est une des sources de l'écologie et un souci de conservation. On en parlera. Des milieux naturels, ou en tout cas des milieux qu'on dit naturels. Et ça peut être des citoyens qui effectivement se mobilisent pour le maintien de telle rivière, le maintien de telle forêt, la préservation de telle espèce, etc. Mais très rapidement, le langage que l'on veut entendre est le langage des scientifiques. Voilà. Et c'est un des gros problèmes, une des contradictions très profondes de l'écologie politique aujourd'hui, et qu'elle met au centre le discours scientifique. Un vrai discours écologique doit avoir un fondement scientifique. Et c'est un gros problème dont on parlera d'ailleurs, parce que ça délégitime immédiatement le citoyen. Voilà. Et on le voit notamment à propos de la question des éoliennes. On avance énormément d'arguments de type esthétique. On dit que ça défigure les paysages, ce qui est un très bon argument. Mais pour beaucoup de gens, et surtout les écologistes, on veut entendre des arguments scientifiques. Donc il va y avoir du bruit, il va y avoir une nuisance pour les oiseaux, les chauves-souris, il va y avoir des conséquences en termes de bétonisation du sous-sol, etc. etc. Ce sont des arguments qui seront scientifiques. Et un des gros paradoxes justement de l'écologie aujourd'hui, de l'écologie politique, et que, de fait, elle va éloigner le citoyen de la nature, puisqu'elle ne veut entendre de discours sur la nature que provenant de la science.
Voilà. Et si vous doutez de la science, vous êtes par exemple un climato-sceptique, ou vous êtes un réactionnaire, ou vous êtes autre chose, etc. Donc l'écologie politique telle qu'elle existe aujourd'hui accompagne de fait la grande rationalisation qu'elle énonce par ailleurs. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Quentin Bérard. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.